Bonjour, nous allons maintenant voir l'intérêt et les applications de l'abord palpébral en neurochirurgie. À droite, vous voyez un portrait du musicien Adrien Villard qui exerçait à Venise et qui présentait un ptosis important, possiblement en rapport avec une neurofibromatose de type 1. Donc le rationnel pour la dépose du rebord orbitaire, c'est que c'est un abord minimal, extracrânien, donc sans craniotomie. On va inciser au niveau du pli palpébral supérieur, donc c'est un pli naturel qui va laisser une cicatrice extrêmement discrète, ce qui n'est pas le cas des abords sourciliers qu'on réalisait auparavant et qu'il faut maintenant, à mon avis, proscrire. Donc on va avoir un accès au contenu de l'orbite en passant à l'intérieur du muscle orbiculaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de dénervation des muscles possiers. Et puis, on va pouvoir déposer le rebord orbitaire qui réalise un surplomb anatomique qui nous masque le globe et en le déposant, on va avoir accès au contenu orbitaire. Il faudra bien sûr faire attention au sinus frontal en dedans. Donc, donc les indications de la voie palpébrale, ça va être pour les lésions intraorbitaires qui sont situées en arrière de l'hémisphère du globe ou bien latéralement au globe à l'intérieur du cône orbitaire. Donc, on a des lésions donc intraconiques à la face supérieure ou à la face latérale, et puis des lésions des parois orbitaires, du toit de l'orbite et de la paroi latérale, et même des lésions qui s'étendent dans la fosse temporale externe. Donc un peu d'ostéologie. Donc tout d'abord, les sinus frontaux, qu'il faudra bien faire attention de ne pas ouvrir, mais chez l'enfant, ils sont en général peu développés, ils ne vont pas au-delà du canal suborbitaire. Donc le canal suborbitaire, là, ça va être la limite interne de notre abord, puisqu'on ne va pas pouvoir euh, euh, léser ce nerf sensitif important. Ensuite, le pilier orbitaire externe, on va l'exposer plus ou moins bas et on va le déposer ce sera plus ou moins bas en fonction des nécessités de l'abord latéral de l'orbite. On a l'apophyse orbitaire qui, elle, du frontal, qui va faire partie du volet du rebord orbitaire. On a la symphybrose frontonalaire qui est plus ou moins fusionnée suivant l'âge de l'enfant et qui fera partie également de la partie osseuse resséquée, et la fosse temporale externe à laquelle on aura accès dans sa partie antérieure pour l'extension de lésions, par exemple de la paroi externe de la grande aile du sphènoïde, notamment des kystes dermoïdes. Et voilà donc le volet qu'on va déposer, donc qui est de petite taille, mais en le déposant, ça va nous donner un abord tout à fait confortable pour le contenu orbitaire. Donc les parties molles, on a le muscle orbiculaire, donc notre incision va passer parallèle aux fibres de ce muscle. Le nerf suborbitaire qui constitue la limite interne de notre exposition osseuse, le cartilage tarsal au-dessus duquel on va passer sans léser le ligament tarsal et le releveur de la paupière. Le releveur, quand on sera dans le cône orbitaire, on le laissera en dedans et on va rentrer dans le cône orbitaire en passant entre le droit supérieur et le droit latéral. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin comme instrumentation? Finalement, c'est une instrumentation très simple. Un bistouri lame 15, idéalement, pour l'incision cutanée. Un écarteur à paupières, donc le plus petit possible. Des rugines de Wegeser qui sont très précieuses pour exposer le plan supériosté. L'ostéotomie se fera soit avec un piézotome, soit avec une scie oscillante. On a également besoin d'un microscope, d'un foret, de sutures à fil résorbable et d'un surjet intradermique pour la suture cutanée avec un nylon, des aiguilles coniques et non pas triangulaires et des stéristrés. L'installation, donc on a le patient décubitus dorsal, la tête légèrement tournée afin que le toit orbitaire soit au zénith. Il faut faire très attention à ne pas exposer la cornée, donc il faudra mettre une pommade ophtalmique ou après une désinfection à la bétadine muqueuse. On va faire également très attention à ne pas léser la rétine en exposant directement l'œil ouvert au cialytique. Et on pourra avoir nécessité de faire une tarsographie en début d'intervention pour protéger la cornée si l'intervention doit être un peu prolongée, et peut-être parfois de garder cette tarsographie en post-opératoire pour éviter un kénosis trop important. Donc on aborde le rebord orbitaire en incisant dans le pli palpébral, comme je l'ai dit, en disséquant le plan sous-cutané jusqu'au niveau du périoste. On expose les pièces osseuses sur l'étendue qui est nécessaire pour déposer ce petit volet fronto-orbitaire,
avec le pilototome ou avec une sinuscylante. Donc, on fera une refixation par un forêt pour passer des fils de suture. Donc, une fois qu'on a déposé ce volet, vous voyez qu'on a un abord tout à fait confortable au contenu orbitaire. On voit bien aussi bien le toit de l'orbite que la périorbite. Et on va pouvoir inciser la périorbite pour réaliser le geste qui est nécessaire. Une fois que ce geste réalisé, on va reposer le rebord orbitaire. Donc, avec le forêt, on va pouvoir passer des fils de suture, plutôt 3 points que 2, pour pouvoir faire une triangulation avec une fixation suffisamment solide. Ce volet osseux sera maintenu en place par le surtout musculo-périosté, que l'on va suturer par-dessus. Donc, on va fermer ce plan périosté par des points en croix, une fermeture du plan musculaire et de la sous-peau par des fils résorbables à résorption rapide et une fermeture cutanée par un surjet intradermique de prolène. C'est le fil qui, pour moi, donne le moins de réactions inflammatoires et qui est le plus souhaitable pour cette région. Donc un surjet intradermique non résorbable qui sera retiré à J6. On ne fait pas de nœud parce qu'il faut anticiper un gonflement important de la paupière, qui est une peau très fine. On va maintenir simplement ce surjet en place par des stéristrips. En post-opératoire, on surveille de près l'apparition d'un kémosis qui, dans certains cas, peut nécessiter une tarsographie d'indication secondaire. Et voici un exemple d'un astrocytome du nerf optique qui a pu être retiré entièrement par cette petite incision, cette déposure au bord orbitaire et un accès tout à fait satisfaisant à l'apex du cône orbitaire. Ici, c'est un traumatisme avec une embarrure, plutôt une ex-barrure du toit de l'orbite qui a pu être relevée par cette incision palpébrale. Ici, un autre cas d'ex-barrure qui a pu être réduite par accès au toit de l'orbite par cette même incision, sans dépôt du rebord orbitaire, mais au contraire en réduisant la fracture. Et ici, une brèche ostéodurale du toit de l'orbite qui n'intéressait pas le sinus, il n'y avait donc pas de brèche ostéodurale, mais une hernie cérébrale transdurale qui était destinée à devenir une fracture évolutive. Donc, on a pu réduire cette fracture, réaliser une plastie par voie extradurale et reconstituer de façon tout à fait satisfaisante les plans osseux et les parties molles. Donc, en conclusion, l'abord palpébral, c'est un abord minimal qui est rapide, qui est purement extracrânien, qui ne nécessite pas de surveillance en soins intensifs en post-opératoire. La dépose du rebord orbitaire, c'est un geste simple qui permet d'étendre l'accès et qui minimise la rétraction cérébrale, qui facilite l'exposition au contenu rachidien, contenu orbitaire, excusez-moi. Donc, qui va s'adresser donc aux lésions orbitaires, y compris celles qui s'étendent jusqu'au canal optique. On a accès également, bien sûr, au toit de l'orbite et à la paroi latérale de l'orbite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, vous pouvez retrouver d'autres vidéos en ligne sur YouTube et d'autres renseignements sur la neurochirurgie pédiatrique sur le site neurochirurgiepédiatrique.com. Merci de votre attention et à bientôt.